Bienvenue, bonjour à tous au cœur de Vivatech. Alors, premier client, grand compte, première embauche, première levée. Et là, on vous demande un contraire. C'est pro, une couverture cyber, une assurance dont vous ne comprenez même pas le nom. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Google, vous procrastinez, vous dites mais comment je vais faire? Et ben mon prochain invité, David Caruso, lui, il a décidé d'en finir avec ça, avec AssureUp. Il crée l'assurance pro simple, rapide, calibrée pour la croissance. Alors, restez avec nous, pardon, je vais y arriver, restez avec nous, car il va vous faire changer d'avis sur l'assurance. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Je suis ravie de te recevoir ce matin, vendredi matin, au cœur de Vivatech. Ravi également. Pour parler d'un sujet qui nous ravit pas plus que ça, nous, entrepreneurs, mais je pense que c'est le commun des mortels, c'est pas que nous, entrepreneurs, c'est d'assurance. Toi, tu as fait le pari que, en fait, l'assurance, ça pouvait être fluide, invisible, facile. C'est ça, exactement. On a essayé de rendre l'assurance professionnelle plus simple, plus rapide, plus digitale. Et donc, en fait, on a tout simplement digitalisé le métier de courtier en assurance pour tous les types d'entreprises. Tu as commencé sur les startups et Exactement. aujourd'hui, c'est tout type d'entreprise, jusqu'à la scale-up, le grand groupe. Exactement, en fait, aujourd'hui, on a plus de 15 000 entreprises assurées chez nous. On a commencé effectivement par les startups, d'où le fait qu'on a aujourd'hui, qu'on assure effectivement aujourd'hui la plupart des startups françaises connues, on va dire plus de la moitié des licornes françaises. On va assurer des boîtes comme Swile, comme Shine, etc. Des boîtes assez connues. Et on a élargi effectivement à tout type d'entreprise. Donc aujourd'hui, on va du freelance jusqu'à la PME, ETI, qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, il y a une phrase, alors nous, qu'on utilise beaucoup quand on travaille la narration des marques et la marque, quand un entrepreneur lance, il dit, certains disent encore, c'est bon, j'ai mon logo, j'ai mon nom, ma boîte est prête. Donc après, il y a quand même d'autres choses pour créer une marque, mais créer une marque, c'est aussi l'assurer. Bien et sûr. souvent, on oublie cette petite case. Ouais, effectivement. Alors, on peut l'oublier. Alors, des fois, elle est rappelée, on va dire, de manière automatique parce que certaines assurances peuvent être obligatoires pour certaines professions. Donc, des fois, quand on se lance, type les professions réglementées, les professions de la finance, les professions de la médecine, ce genre de professions, donc on est obligé de souscrire ce qu'on appelle une responsabilité civile professionnelle, plus communément appelée la RC Pro, qui est l'assurance de base pour protéger l'entreprise. Et sinon, effectivement, la plupart des entreprises n'ont pas cette obligation de s'assurer, mais c'est très recommandé. Et on a essayé de rendre ça un peu plus fluide, un peu plus sympa que du papier, que plusieurs semaines pour avoir son attestation. Aujourd'hui, en 3 minutes, on peut obtenir son attestation d'assurance. Alors, tu t'es attaqué à un secteur tu viens de le dire d'une autre manière, mais qui est perçu comme lent, flou, kafkaïen, je dirais même. C'est quoi ton plus gros combat contre l'inertie aujourd'hui? Le plus gros combat, alors ça a été surtout au début, c'était déjà sur le marché de se faire une place, d'un petit peu, on est arrivé à l'époque où la banque commençait à se digitaliser, l'assurance pas du tout, et donc on a essayé en fait de casser les codes et de proposer aux assureurs de distribuer leurs produits de manière digitale, plus efficace. Donc au début, ça a été très challengeant de convaincre les assureurs, et aujourd'hui, on travaille avec plus de 35 compagnies d'assurance françaises, internationales, et je pense qu'aujourd'hui, notre challenge, c'est plus de faire connaître de plus en plus la marque au grand public, plutôt que des problématiques liées au sujet technique, assurantiel, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, au monde de la tech aujourd'hui, en 2025, toi qui es sur ce secteur de l'assurtech, comme on l'appelle? Effectivement, alors secteur de l'assurtech, ce que j'ai envie de dire au monde de la tech de manière plus générale, c'est que sur la partie financement, peut-être un point important, c'est qu'aujourd'hui, on essaye... on valorise, on va dire, les sociétés qui lèvent de l'argent, qui lèvent de plus en plus, qui croient de manière très forte, mais on regarde pas tout ce qui est rentabilité. Et pour moi, c'est le nerf de la guerre dans le business. C'est-à-dire que vaut mieux réfléchir dès le départ à un modèle profitable plutôt que de faire la course à la levée de fonds et de se dire que c'est le but ultime pour un entrepreneur de lever de l'argent. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire aux boîtes tech qui se lancent, prouvez votre business model, essayez de céder au minimum votre capital, parce que après, quand ça fonctionne, on regrette toujours un petit peu d'avoir trop donné, et surtout avec les conditions plutôt néfastes qui peuvent y avoir par la suite dans les packs d'actionnaires. Donc si vous pouvez être libre et garder votre capital, faites-le, et surtout réfléchissez à un modèle rentable dès le départ.
Toi, c'est ce que tu as fait avec cette boîte-là? Alors c'est ce qu'on a fait en partie, c'est-à-dire que on a levé de l'argent au tout début un petit peu pour pouvoir digitaliser notre métier parce qu'on avait évidemment besoin T'avais des d'investir, besoins d'investir, ouais. évidemment, surtout sur la partie tech. Donc pendant 7 ans, on s'est consacré que sur la techno. Donc on n'était pas du tout focus business. Et une fois qu'on était prêt à 100%, on s'est mis côté business et on a accéléré. Donc on a levé quelques millions d'euros, suffisamment pour pouvoir se développer, mais pas trop pour se survaloriser et avoir des problématiques de rentabilité économique à terme. Donc aujourd'hui, on est une société rentable, on a une valorisation économique qui est supérieure à notre valorisation papier, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on suscite de l'intérêt aussi des investisseurs, etc. Voilà. Donc le conseil que je peux donner, c'est lever de l'argent, mais pas trop, juste assez pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Ce dont tu as besoin. Exactement. Cette année à Vivatech, c'est le thème des nouvelles frontières. Quelles frontières, toi, tu as dépassées? Quelles sont celles qui te restent à franchir? Les frontières qu'on a dépassées, comme je disais au début, c'était surtout de convaincre les assureurs, nos porteurs de risques, Ouais. donc de leur dire voilà, on va assurer des startups, on va assurer des boîtes nouvelles, des jeunes boîtes. Faites-leur confiance, faites-nous confiance, allez-y, parce qu'en fait les assureurs ils pilotent un petit peu ce qu'on appelle à travers le rapport S sur P, donc le taux de sinistre sur prime, et là ils n'avaient pas l'antériorité des sinistres, donc ils savaient pas comment tarifer les contrats d'assurance. Donc du coup ils ont pris ce pari-là, et aujourd'hui on se rend compte que le marché des startups est pas moins rentable pour les assureurs que le marché traditionnel des entreprises, voire encore mieux que le marché traditionnel. Donc aujourd'hui, ils sont très contents. Et donc, on va dire que la première frontière qu'on a réussi à franchir, c'est celle-ci. Et maintenant, la deuxième frontière, c'est de faire en sorte que AssureUp devienne la marque de référence digitale pour l'ensemble des entreprises. Alors normalement, dans ce format un peu court, parce que c'est un format raccourci de 40 nuances du Next, je fais qu'une seule des 2 rubriques proposées. Mais alors toi, je suis tellement curieuse d'une que je vais la lancer tout de suite. Waouh! C'est la claque. Alors, on a un peu préparé cette émission avant et j'ai lu ta réponse et je me suis dit, oh là, il faut qu'il nous raconte ça au micro. Effectivement, on parlait de la levée de fonds, et la levée de fonds, ça peut faire tourner la tête. Ça peut faire tourner la tête à des entrepreneurs, mais ça peut faire tourner la tête aussi à ses collaborateurs. C'est-à-dire que nous, à l'époque où c'était, donc je parle de ça il y a plus de 7 ans maintenant, on s'est lancé il y a près de 10 ans aujourd'hui, on était en pleine levée de fonds, on nous sollicitait énormément. C'était le moment aussi où il y avait beaucoup de levées de fonds. Énormément de levées de fonds, montants. Énormément d'argent sur le marché, très sollicité par les investisseurs. Donc du coup, on venait nous voir un petit peu tout le temps en nous proposant des tours de table à plusieurs dizaines de millions d'euros. Le plus gros tour de table qu'on a refusé, c'est un tour de table à 20 millions d'euros qui nous valorisait près de 100 millions. Et d'ailleurs, je suis très content aujourd'hui de l'avoir refusé, mais ça a fait tourner la tête à certains collaborateurs employés chez nous qui ont eu, on va dire, une mauvaise réaction. Ils se sont dit que si on allait lever de l'argent, ils allaient pouvoir avoir des meilleures rémunérations, qu'ils allaient pouvoir avoir plus de choses, etc. Et sans donc, comprendre en fait ce qu'était la levée et ce que ça représentait. Exactement, ils voyaient plusieurs millions d'euros investis, etc. machin. Et donc du coup, ça leur a fait un peu tourner la tête. Et effectivement, on a eu une tentative, même un espionnage carrément, où il y a eu deux collaborateurs qui ont mis des AirPods en mode sourd dans mon bureau pour m'enregistrer et puis savoir où on en était sur la levée de fonds, etc. Parce qu'après on a remonté un petit peu le fil et on a compris que c'était lié à ça. Et c'était maintenant des collaborateurs très investis, etc. Mais ça peut, comme je disais, faire tourner la tête à beaucoup de gens et avoir des mauvaises réactions, des mauvaises décisions. Et donc ça peut le faire pour les entrepreneurs, mais également pour les collaborateurs. Comment tu t'en es rendu compte ? Alors je m'en suis rendu compte parce que... Mais j'avais pas mis mes AirPods ici. Ouais, non, j'ai la chance d'avoir quand même des collaborateurs qui nous soutiennent, et donc du coup j'ai eu des échos de ce qui s'était passé. On a confronté les personnes et puis on a pu remonter un petit peu tout ça. Donc c'était très malheureux. J'étais très, très triste à ce moment-là parce que ça fait toujours bizarre de tomber de si haut. Et surtout, tu t'y attends pas. On ne s'y attend pas du tout. Une vraie claque pour le coup. Et je pense que c'était quelque chose qui m'a aussi appris de manière personnelle. Il faut savoir faire confiance, donner un maximum de liberté à ses collaborateurs. Mais aussi, il faut toujours discuter avec eux, leur expliquer comment la société évolue, le pourquoi du comment, etc., pour qu'ils puissent avoir toutes les cartes en main pour bien réfléchir à ce qu'ils font. Eh bien, je te propose, merci de nous avoir partagé plus que cette anecdote, mais ce sujet qui paraît un peu de science-fiction, mais non, ça existe en tout cas. Et je vais lancer notre rubrique « Moi, président ».
Alors David, si demain tu devenais président de la République française, quelle serait la première mesure que tu prendrais et pourquoi? Alors déjà, ma mère serait très fière, ça c'est la première chose. Tu viendrais à Vivatech. Exactement. Tu ferais un, Et je tu ferai ferais une un interview super avec toi. dîner. Ouais. Eh bien, tu ferais une interview avec moi, merci. Parce qu'il Exactement. n'est pas venu jusqu'ici, Emmanuel. Ah bah, on va essayer de le contacter pour lui dire de venir. En plus, je suis sûre qu'il aimerait beaucoup nos micros. Bah oui. Ouais, ils sont beaux. Bah ouais, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Bah écoute, moi président, alors bah je vais te donner une anecdote qui m'est arrivée ce matin. J'étais en taxi et bah on a failli renverser déjà 2-3 vélos sur la route. Et je pense, alors c'est peut-être pas le lieu parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en vélo ici qui aiment bien voilà ce genre de déplacement. Mais je pense qu'effectivement voilà il faut les responsabiliser et c'est très dangereux aujourd'hui. On voit des vélos voilà qui et puis je parle en tant qu'assureur aussi qui brûlent des feux, qui se font renverser. Et je pense que les responsabiliser en leur mettant un permis de conduire, je pense que ça ferait du bien à tout le monde, à eux déjà directement, et aussi aux usagers de la route, ou même les piétons qui parfois demandent rien et puis voilà sont à deux doigts de se faire renverser. Donc j'ai vu différents accidents de vélo devant moi et ça m'a voilà plutôt traumatisé pour certains. Donc je pense que voilà c'est quelque chose à faire pour leur sécurité et puis pour le bien de tous. C'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'on partage l'espace public entre les véhicules, les piétons, Bien sûr. on ne traverse pas n'importe comment, etc. Et c'est vrai que c'est super le vélo, mais en effet il faut respecter quelques règles et le code de la route. Exactement. On n'est pas exempt du code de la route Exactement, quand on est fait du d'accord. vélo. Donc je pense que je ne te verrai pas à vélo dans Paris. Rarement, peut-être au Bois de Boulogne le week-end avec mon fils et ma femme, mais ça sera tout. On parlait de famille, tu me parlais de ta maman qui serait fière de toi si tu étais président de la République. Vous êtes une famille d'entrepreneurs. Oui, exactement. On est un peu tous entrepreneurs dans la famille, que ce soit mon frère qui a monté différentes structures, qui les a revendues également. Aujourd'hui, il est à la tête du groupe Jaws, avec différentes sociétés comme Splasher ou autres qui sont assez connues. J'ai mon cousin qui vient de revendre Casper, qui était un outil de recherche de numéros de téléphone et de mail. J'ai effectivement ma mère, mon père qui a monté aussi une boîte, ma sœur voilà qui vient qu'on héberge aujourd'hui dans nos bureaux et qui monte sa boîte d'expertise comptable et qui va accoucher dans les heures qui viennent, donc je lui souhaite bon courage et donc voilà. Et vous faites des boards familiaux pour parler des sujets ou vous arrivez pas à parler business pendant les repas de famille? On n'arrive pas, on parle que de ça tout le temps. Là on était encore il n'y a pas longtemps avec mon frère et effectivement on parle souvent de ça, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien, c'est notre challenge personnel, on est passionné d'entrepreneuriat et voilà, on aime monter différentes structures et puis voilà, c'est quelque chose de famille effectivement. Bon, et si toute la famille est dans le même bateau de l'entrepreneuriat, généralement ça ne pose pas problème. Exactement, c'est ça. Ding ding, on me dit qu'il faut que dans l'oreillette, qu'il faut que tu décroches ce téléphone. Je décroche tout de suite. Et que tu le mets juste sur ton casque parce qu'on est hyper fort chez Feuille Blanche. Oui, allô. Attention. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. Tu l'as reconnu? Pas du tout. Alors ce n'était pas Emmanuel Macron. Ça, je sais. C'était Maître Yoda. Ah, ok. Et Maître Yoda avait envie de savoir quels étaient les défis, les prochains défis de David et comment tu t'y prépares. Alors aujourd'hui, Maître Yoda, on a une croissance organique assez importante puisqu'on est à plus de 70% de croissance cette année, mais on recherche aussi à acquérir des courtiers d'assurance professionnelle. Donc on réfléchit à faire de la croissance externe en ce moment, enfin on fait plus que réfléchir parce que du coup on essaye d'en faire. On est assez actif. Donc voilà, donc avis aux courtiers d'assurance qui sont sur le pro, qui souhaitent partir à la retraite ou autre d'ailleurs, on est intéressé par des reprises de portefeuille. Eh bien, l'annonce est lancée. Mais d'ailleurs, ça c'est je pense que tu peux le raccrocher, il nous a entendu. C'est bon. Au revoir. Mais d'ailleurs, ça c'est un vrai sujet sur, on va dire, l'assureur un peu traditionnel dans sa boutique au coin de ta rue ou dans ta petite ville. C'est une population aussi qui arrive bientôt à la retraite. Comment ça se passe ces reprises? C'est ça en fait, les courtiers d'assurance, alors on est 35 000 courtiers en France. Le classement vient de sortir là, il y a 2-3 jours des top courtiers, donc
on est très content d'être à la 26e place. Et effectivement, c'est une population très vieillissante qui part à la retraite. Et nous, on a la chance d'avoir développé un outil qui permet de digitaliser, d'onboarder directement les différents contrats d'assurance. Donc en rachetant des portefeuilles d'assurance, même des portefeuilles traditionnels, on est capable de pouvoir onboarder, de digitaliser ces contrats-là et de proposer du coup aux clients de ces courtiers une expérience également digitale et une gestion très fluide, simple et efficace de leur contrat d'assurance. Et est-ce que le digital permet de traiter des cas particuliers ? Alors, de traiter des cas particuliers, non. Justement, nous, on a un modèle hybride où on va avoir une partie 100% digitale. Donc, 70% de nos contrats d'assurance sont souscrits en ligne sur notre plateforme sans intervention humaine. Et après, quand tu rentres dans toutes les cases. Exactement, c'est ça. Et après, quand il y a du sur-mesure, on est capable de faire du semi-mesure de manière digitale, mais de le sur-mesure réel, on va le faire avec une équipe de spécialistes, de compte managers. Mais tu as quand même quelqu'un qu'on peut appeler, on reste pas bloqué là. Pas du tout. On a le droit, et on a la possibilité de pouvoir contacter un conseiller par téléphone, par chat, par visio, par mail, tous les moyens de communication pour toutes les entreprises. Donc, la plupart, on passe ce besoin-là, mais quand il y a un besoin de sur-mesure, effectivement, on propose ce service. On est dans ce beau studio réalisé par notre partenaire The Good Experience qui nous emmène dans l'espace et dans les rêves. Pour finir cette émission, si tu avais un rêve pour toi, pour ton entreprise, pour le monde, ce serait quoi ? Moi, mon rêve, c'est, je le vis aujourd'hui. Je suis être avec nous. Oui, être avec vous déjà, mais de manière plus large, de pouvoir vivre cette aventure avec l'ensemble de mes collaborateurs. On était à Ibiza avant-hier, on a pu les emmener en team building extraordinaire. Chaque année, on essaye de voyager à travers le monde, donc de leur offrir aussi un certain bonheur au travail et en dehors. Donc moi, mon rêve, je le vis au quotidien avec mon entreprise. On essaye de la développer tous ensemble. Et donc je suis très heureux. Tout va très bien. Eh bien, merci David de t'être arrêté dans notre vaisseau spatial. Nous allons être sur le point d'atterrir. Merci à toi. Nous allons pouvoir sortir de ce vaisseau et accueillir notre prochaine invitée, Julian Jacob, parce que ça y est, je vois qu'avec sa trottinette peut-être pas volante, et est-ce qu'il avait un casque ? Est-ce qu'il en a permis pour les trottinettes aussi ? C'est ça. Est-ce qu'il a brûlé des feux rouges en venant ? Il faudrait lui demander. On va lui demander. En tout cas, restez avec nous. Il est là dans quelques instants sur le plateau. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des épopées entrepreneuriales. Et je vous dis à très vite. Salut. Merci David. Ciao. Merci beaucoup. Salut. Feuille blanche. 40 nuances de Next.